Philippe Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant à la caserne de Villeurbanne-la-Doigt, que vous dirigez depuis 2019. C'est ça. Vous avez sous votre responsabilité une 70 pompiers à peu près, Tout à fait. que vous dirigez du coup au quotidien pour tout ce qui est intervention et gestion la semaine. Tout à fait, ouais. Tout d'abord, en quoi consiste votre travail de chef de centre? Alors mon travail, il est de faire en sorte, alors j'aime bien dire ça, mais il est de faire en sorte que mes agents viennent au travail avec le sourire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils aient, donc moi je suis en charge de respecter un cadre minimum. Il faut que j'ai tout le temps 6 personnels de garde H24. Donc je prévois ça. Et après, je suis là pour résoudre tous leurs soucis logistiques, bâtimentaires, administratifs, qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Mais après, ça c'est la première partie, je dirais plutôt bureautique, fonctionnelle. Et après, en opération, je suis là pour répondre à leurs questions, à leurs difficultés, s'ils rencontrent des difficultés sur les interventions, en termes d'accessibilité, en termes de matériel, voilà. Donc on est là pour faire en sorte que les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, soient heureux de venir travailler à la Doigt. C'est le principal. En tout cas, c'est mon but, voilà. Puisque on a une obligation en termes du service, une obligation de moyens. Comme je vous l'ai dit, on est obligé d'avoir 6 personnels tout le temps H24, on est obligé d'avoir du matériel qui fonctionne. Par contre, on n'a pas d'obligation de résultat. On n'est pas tenu de sauver tout le monde. Heureusement, sinon on n'y arriverait pas. Mais voilà. Et sur les interventions, quel est votre rôle et quelle est votre place Alors, sur les interventions, hiérarchiquement, moi je suis chef de colonne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous voyez une intervention de pompier dans la rue, lambda, il y a un engin. Il faut savoir que chez les pompiers, ce qui est simple, c'est qu'il n'y a qu'un chef. C'est pyramidal, c'est hiérarchique. Et le principe de base, c'est qu'il n'y a qu'un chef. Donc quand vous n'avez qu'un seul chef, il y a un engin, il y a un chef. Il y a 2 engins, il y a un chef sur les 2 engins. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous empilez des engins, vous mettez un chef au-dessus qui va gérer l'ensemble de l'intervention. Quand il y a plus de 4 engins, il y a un chef de groupe. Quand il y a plus de 10 engins, il y a un chef de colonne. Moi, je suis chef de colonne. Donc je pars quand il y a des grosses interventions. Et par votre parcours de meneur d'hommes, de chef d'équipe, ou même de gestion de crise, qu'est-ce que pour vous un bon chef? Alors, un bon chef, c'est une question qui est compliquée à répondre parce que c'est une question qui est foncièrement personnelle et qui est également liée à l'activité que vous menez. Un bon chef sapeur-pompier ne sera peut-être pas forcément un bon chef à Carrefour ou dans une autre société privée. Un bon chef, donc c'est quelque chose de personnel, mais pour moi c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, qui doit être présent. On apprend à être chef, à mon avis, parce qu'on apprend à progresser dans son management. Et une chose essentielle aussi pour moi, c'est pour être un chef reconnu, il faut être exemplaire. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple. Voilà. Donc, en fonction des activités qu'on nous demande, bien sûr, mais si vous avez à un moment donné un chef qui ne respecte pas la règle ou qui ne montre pas ce qu'il faut faire, il ne peut pas demander à quelqu'un de le faire. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est pour moi la base. Voilà. Pour un chef de colonne comme vous, sur une intervention, quelle est la plus grande qualité à avoir du coup? Alors après, en intervention, il y a encore autre chose. Mon sens, c'est garder son sang-froid. Voilà. On nous apprend, moi j'avais apprécié ça, j'avais fait un stage en école d'officier en Angleterre et ils avaient dit une chose qui est pour moi plutôt vraie. Ils disent un chef, ça ne crie pas et ça ne court pas sur intervention. Je parle parce que si jamais on court ou on crie, c'est qu'on ne maîtrise plus la situation. Et même si on ne maîtrise plus la situation, il faut montrer qu'on la maîtrise. Donc il faut savoir garder son sang-froid, avoir un esprit d'analyse assez rapide, voilà, et également être responsable de ses actes. C'est ne pas avoir le courage
de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on est chef d'ailleurs, hein. Et plus on est chef haut dans la hiérarchie, plus on va prendre des interventions importantes et plus la décision qu'on va prendre va avoir des impacts conséquents. Voilà. Si vous prenez le feu de Notre-Dame, le général de la brigade, à un moment donné, il engage 2 compagnies dans les tours pour protéger Notre-Dame. Et il ne sait pas si ça va tomber ou ça ne va pas tomber. Pour autant, il prend la décision de mettre 2 compagnies et ça tient. Donc voilà. Mais c'est sa décision. Et il faut, à un moment donné, l'assumer. Du coup, vous pensez qu'on est leader ou alors on le devient? Alors, je pense qu'on a des facultés, des facilités naturelles à être dans une position de leader. C'est-à-dire c'est pas donné à tout le monde d'être amené à savoir écouter. Savoir écouter, ça s'apprend, mais savoir écouter et dire non, c'est encore autre chose. Dire oui, c'est toujours facile. Quand on est chef, quand on dit oui, on est le meilleur des chefs. Par contre, le chef, il est là aussi pour dire non, et c'est plus délicat. Donc, je pense qu'on a des facultés intrinsèques. Tout le monde n'est pas fait pour être dans ces positions-là de management, parce que naturellement, ils vont dire non, ça me plaît pas. D'ailleurs, ils le seront pas. Enfin, j'ai envie de dire, ils le seront pas chefs. Voilà, ils seront pas sur ces places-là, parce qu'ils vont faire autre chose. Ça sert à rien dans sa vie de faire des choses qu'on n'aime pas. Mais après, on progresse. Par contre, on apprend, on progresse en faisant des erreurs, en écoutant, en prenant des exemples. On apprend, on s'améliore. Mais je pense quand même qu'il y a un moment où, au départ, on a envie ou pas, quoi. Pour vous améliorer, vous avez des formations. Quelle formation vous avez suivi, vous, pour être à ce poste-là? Alors nous, on a des formations d'élèves officiers. Enfin, quand on passe des concours, on devient officier. Et après, on part à l'école des officiers, qui se trouve à Aix-en-Provence. Et on suit des formations qui sont liées à l'opérationnel, donc commandées sur intervention, et liées au management en caserne, au relationnel, au respect des règles. Voilà, enfin, donc on a des formations tout au long de nos carrières. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre carrière de chef, ou par exemple des moments où vous avez senti le poids et la responsabilité? Alors oui. Et alors, il y a 2 cas de figure. Hein. Encore une fois, il y a l'opération de secours et puis il y a en caserne. L'opération de secours, comme je vous ai dit, à un moment donné, on prend des décisions et il faut pouvoir les justifier. Donc, parfois, ça se passe moins bien. Je ne vais pas dire que ça se passe mal, mais ça se passe moins bien. Donc, il faut qu'on puisse justifier. Et moi, ça m'est arrivé de devoir me justifier de décisions que j'avais prises qui ont entraîné des répercussions, donc voilà, après il faut aller devant le juge, il faut expliquer pourquoi on a fait ça, etc. Ça fait partie du boulot. Et puis après en caserne, les situations les plus difficiles, pour moi il y en a 2. Un, c'est les grèves. Quand on a des grèves dures, c'est compliqué parce que on parle souvent de la solitude du chef et on s'y reconnaît dans ces moments-là, puisqu'il y a une grève, c'est un phénomène de groupe, hein, c'est un phénomène donc de masse qui n'est pas d'accord avec la direction. Et nous, on est représentants de la direction. Donc, de fait, ils ne sont pas d'accord avec nous. Voilà. Alors après, ils n'attaquent pas personnellement l'individu, mais ils attaquent ce qu'on représente. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, là, c'est compliqué parce qu'il y a le phénomène de groupe en face de vous. Donc, vous êtes un peu seul face au groupe. C'est pas ce que vous essayez de faire au quotidien. Au quotidien, au contraire, vous essayez d'être dans le groupe et de fédérer. Et puis la deuxième situation qui est compliquée, c'est quand vous avez un individu qui a un problème qui ne fait pas la différence entre la personne et l'entité, le service, et du coup qui prend la personne à titre individuel en conflit. Et la gestion du conflit individuel, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut plus entendre, c'est compliqué. Voilà. C'est pas infaisable, mais c'est pas facile, c'est pas agréable. Voilà. Et quelle est pour vous la figure référente du chef? Est-ce que vous avez une personne qui vous inspire quand on pense à un chef? Alors, non, enfin, un chef que vous connaissez ou qu'on connaîtrait, ou voilà, Maréchal Lyotet, enfin voilà, on peut citer des grands noms militaires comme ça. Moi, j'ai lu ces livres-là. C'est des livres qui sont intéressants, qui sont
qui peuvent donner des idées, mais c'est pas des modèles pour moi. Moi, les modèles que j'ai eus sont mes propres chefs. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir de très bons chefs et qui sont encore en activité et qui m'ont enseigné tout ce que je mets en place aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est des vrais modèles entre guillemets, parce que c'est des modèles qu'on connaît et qui donnent dans des situations réelles, quoi, qui donnent des exemples. C'est des personnes qui vous ont formé? Ouais. Alors pas directement, puisqu'on est sous leur autorité en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est hiérarchique. Mais à un moment donné, avant d'être chef d'une caserne, j'ai été adjoint d'une caserne, et du coup j'avais un chef qui malgré tout fait passer des messages et nous forme au quotidien. Du coup, vous êtes responsable de plusieurs dizaines de pompiers. Et quels principaux conseils donneriez-vous à un jeune qui veut s'engager dans cette voie-là et finir en chef de colonne ou en chef de centre comme vous? Alors, ne jamais baisser les bras, toujours croire en ses rêves. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, jeune sapeur-pompier, et je savais ce que je voulais faire. Voilà. Après, du coup, on se donne les moyens pour y arriver. Donc ça c'est le premier conseil que j'aurais. Et deux, ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. Faire les choses comme on l'entend, donner toujours le mieux qu'on peut, mais ne pas prendre les choses trop personnellement, parce que sinon, dans le côté, mais ça c'est valable à mon avis, hein, dans tous les corps de métier, hein, dès qu'il y a du relationnel, dès qu'il y a de l'humain, si vous prenez les choses trop personnellement, ça vous mine, ça vous use, voilà. Et vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour insuffler justement ce projet, être au quotidien dans le dynamisme, dans l'énergie, etc. Si vous prenez les choses personnellement, quand ça se passe mal, c'est très compliqué. Voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas avoir de l'humain, mais il faut savoir faire la part des choses. Quand vous êtes du coup en opération sur le terrain, qu'est-ce que vous gardez toujours en tête pour gérer votre colonne, pour gérer vos équipes et les amener La sécurité du personnel. La sécurité. Ouais. On part ensemble, il faut qu'on revienne ensemble. Ouais. Donc ça, c'est la priorité, la sécurité du personnel. Après, on prend en compte tous les éléments, l'environnement et nos objectifs. Voilà. Donc on a des outils techniques, des outils pour définir nos objectifs, les faire passer, etc. Des outils de commandement, hein. Voilà, c'est très basique. Mais la priorité, c'est la sécurité du personnel. Voilà. Ça reste, encore une fois, la base. Enfin, je veux dire, on est chef, on n'est pas là pour perdre des hommes. Et justement, comment un chef fait pour pousser ses hommes face au danger dans le feu de l'action, on pourrait dire? Eh bien, alors, on n'a pas trop besoin de les pousser, logiquement, et ils sont là pour ça, ils sont là parce qu'ils aiment ça. Nous, on a la chance d'avoir un métier, un peu un métier passion. Tous les mecs que vous voyez là, ils ont voulu faire pompier, donc on n'est pas là à les pousser pour qu'ils fassent pompier, ils sont contents de faire pompier. Mais encore une fois, je pense que ça revient sur l'exemplarité. C'est-à-dire que si on leur demande quelque chose, on doit être capable de le faire nous-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase comme ça qui dit que on n'est pas meilleur que les autres en tant que chef. On n'est pas meilleur que les autres, on n'a pas plus de connaissances que les autres, et il ne faut pas être au-dessus des autres, il faut être avec les autres. Il faut être dans l'équipe, il faut participer, il faut pour bien être reconnu et être écouté, il faut être avec eux. Si on est distancé, si on est coupé, ça ne fonctionne pas. En tout cas dans notre corps de métier qui est assez corporatiste. Voilà. Vous m'en parliez rapidement, mais est-ce qu'on peut quand même trouver les points communs entre un chef d'entreprise et un chef de caserne? Oui, alors je pense bien sûr déjà dans le phénomène de groupe, hein, essayer de créer une équipe, fédérer à des projets. Alors forcément c'est pas des projets commerciaux, hein, mais nous on a des projets dans la caserne, on a des nouvelles techniques opérationnelles ou alors des nouvelles missions. Typiquement en ce moment c'est la vaccination, il y a 2 ans de ça on vaccinait pas, donc là il faut fédérer auprès de cette vaccination, il faut former nos agents, voilà. Donc on a ce phénomène de groupe et ce phénomène je dirais
de fédération autour d'un projet. Après, on n'a pas tout ce qui est lié aux contraintes commerciales, enfin à l'objectif. Encore une fois, je vous ai dit, hein, nous, on n'a pas d'obligation de résultat. On n'est pas là à courir après les chiffres. On est là juste pour répondre à la demande de secours et avoir un cadre minimum d'agents. Donc, j'ai pas ce côté un peu efficience, recherche d'efficacité, etc. Mais vous pensez par exemple qu'un bon chef de caserne peut être un bon chef d'entreprise? Je pense pas. Alors, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et correctement, mais typiquement, alors je prends à titre personnel, je ne serais pas un bon chef d'entreprise. Okay. Voilà. Parce qu'il y a plein de domaines que je ne maîtrise pas d'abord, et il y a plein de domaines qui ne m'intéressent pas. Justement, cette recherche d'efficacité, cette recherche de chiffres à tout prix, de recherche de bénéfices. Non, moi je suis là pour fédérer, mais autour d'objectifs humains, voilà, de service public. Beaucoup disent qu'aujourd'hui on trouve peu ou pas de bons chefs. Est-ce que vous êtes d'accord et pourquoi selon vous? Alors, j'ai vu cette question et je ne suis pas d'accord du tout. Voilà. Voilà, du coup je ne suis pas d'accord. Voilà. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de bons chefs. Alors après, je ne connais pas tous les corps de métier, mais je pense qu'il y a beaucoup de bons chefs. Maintenant, encore une fois, l'appréciation du chef, ça reste assez personnel. Et je pense qu'on peut, alors on peut améliorer plein de choses et on peut avoir des avis divergents, mais je pense qu'on retrouve des bons chefs, pas partout, mais dans différents corps de métier. Il n'y avait pas que des bons, hein. Voilà, attention, je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il y a des bons. Moi, j'en ai eu des bons chefs. Il faudrait demander à mes gars si je suis un bon chef. Non, franchement, je pense qu'il y en a. Après, la difficulté du chef, encore une fois, c'est que notre objectif, c'est de faire plaisir à un maximum de monde, mais dans le respect des règles et dans le respect des contraintes de service. Donc, des fois, il faut savoir dire non. Mais moi, mes gars, ils aiment bien des fois quand je dis non. Ça montre aussi que c'est nous le chef. Ça sert aussi à ça, un chef. Si on laisse tout faire, s'il n'y a pas de cadre, c'est Beyrouth, quoi. Donc le chef est là aussi pour mettre un cadre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans la vision du chef? Est-ce que les gens les voient moins bien qu'avant? C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vision dans la société globale. Enfin, il y a une évolution dans la société globale. On parle maintenant de management libéré, on parle d'adhésion ensemble à un projet. Enfin, moi, je ne peux pas faire ça dans un système pyramidal, le management libéré. Et encore une fois, je reviens sur le principe de base. Sans chef, il n'y a pas de cadre. Et pour moi, un management libéré, sur le principe, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le donne, cet objectif de management libéré, d'objectifs à atteindre, etc. Du coup, c'est un chef. Enfin, voilà, donc là, pour moi, il y a une évolution des souhaits du chef, etc. Mais parce qu'on a peur de l'autorité, très clairement. Enfin, on peut se dire, voilà. Pour moi, c'est qu'on a peur à un moment donné de dire, c'est lui le chef, donc c'est lui qui a l'autorité. Donc on a peur d'avoir des contraintes liées à l'autorité pour les gens qui sont en dessous. Donc ils ont peur d'avoir trop de boulot, voilà, bref. Et pour le chef, ils ont peur de prendre des responsabilités, c'est-à-dire d'assumer ce qu'il leur demande. Mais si tout le monde est dans sa place, pour moi, ça marche. Est-ce que vous pensez que pour être un chef, il faut forcément gravir les échelons 1 à 1? Non. La preuve en est, c'est que moi, je suis passé officier directement. Alors, j'avais une expérience de volontaire, mais j'ai passé le concours d'officier. Je pense qu'on peut être chef sans gravir les échelons du moment où on a connaissance, toujours pareil, de ce qui se passe dans les équipes, de ce qui se passe au quotidien auprès des gens qu'on commande ou qu'on manage. Si on arrive et qu'on reste dans son bureau et qu'on passe, des infos, des chiffres et des infos aux équipes pour qu'ils
pour moi ça marche pas. C'est pas ça un bon chef. Un bon chef, ça doit aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, échanger avec les gars, prendre les informations des indicateurs aussi et faire la part des choses pour donner des objectifs cohérents, smart. Vous parlez du lien avec vos équipes et nous avons un cours de leadership dans notre école et qui nous dit que le chef a charge d'âme. Est-ce que pour vous, le chef a cette charge d'âme de faire évoluer plus qu'un côté pratique? Est-ce qu'il a ce côté un peu presque spirituel? Il peut l'avoir, il ne doit pas forcément l'avoir, puisque après c'est un souhait pour moi des équipes. C'est-à-dire qu'il peut l'avoir auprès de certains, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Certains ne demanderont jamais ça à leur chef. Et il n'y a aucun souhait particulier d'évoluer intellectuellement, psychologiquement, ce que vous voulez. Enfin, voilà, lui, ils ont besoin d'un chef et puis point barre. Il y en a d'autres qui cherchent un petit peu plus chez un chef. Ils cherchent des conseils, ils cherchent un papa, ils cherchent... voilà. Et souvent, vous entendrez ça dans les corporations. Là, moi, ils me disent, en fait, t'es le papa de la caserne. J'ai 37 ans, ils en ont 50 piges, mais je suis leur papa. Mais pour de vrai, parce qu'à un moment donné, ils attendent un petit peu plus d'autorité, un peu plus de conseils. Ouais, ça peut être on peut être chargé d'âme, mais il ne faut pas en faire un objectif. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre la pression sur cette évolution psychologique ou cette évolution d'ouverture d'esprit de nos équipes. Non, s'ils le souhaitent, bah oui, on peut leur apporter. Hein, voilà. Moi, je leur dis, je suis là pour donner tout ce que je sais. Il n'y a pas de, il y en a certains des anciens qui retrouvent aussi une autorité à garder le savoir en eux, parce que eux, c'est les chefs et du coup, ils savent. Et ceux qui savent pas, du coup, c'est eux qui savent, quoi. Enfin, je ne peux pas savoir, mais moi, je le sais, je suis le chef. Donc moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis là pour partager, au contraire, la connaissance, le savoir, parce que les gens, comme ça, ils comprennent, ils entendent, et ils évoluent, et ils adhèrent. En fait, parce que quand on est adulte, pour adhérer, il faut comprendre. Donc, autant partager le savoir, expliquer, et ça marche. Mais pour la petite anecdote, un jour, donc comme les agents ils sont malades, je prends un peu des infos, je les appelle, je demande comment ils vont, etc. Et un jour, j'étais chez moi et il y a un collègue qui était malade, donc je l'appelle, savoir comment il va, etc. Et du coup, il y a ma fille qui me dit, mais papa, pourquoi tu appelles le monsieur, le pompier? Je dis, bah, je l'appelle parce qu'il est malade, donc il faut savoir aussi comment il va. Et il me dit, mais et je lui dis, parce que je suis le chef, donc je prends aussi des nouvelles, savoir comment il va. Et il me dit, mais il n'a pas de papa. Parce que pour elle, en fait, quand on est malade, on appelle son papa. Et du coup, c'est le papa qui appelle pour savoir comment va. Voilà. Donc c'est un peu l'image, mais en fait, c'est assez représentatif. Parce qu'en fait, on est là pour, encore une fois, faire en sorte que ça se passe bien. Et on prend cette charge-là un petit peu, des fois, de papa. Alors, du bon côté ou du mauvais côté. Parce que le papa, il sait aussi dire, là, vous avez mis à côté. Voilà. Pour finir, que donneriez-vous comme conseil aux élèves de l'ICEP qui veulent à terme devenir des chefs d'entreprise, entrepreneuriales, politiques ou associatives? Pour moi, il y a le conseil, c'est déjà, pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc croyez en ce que vous faites. Voilà. Et la deuxième, c'est exemplarité. Soyez exemplaire au quotidien, soyez dans le respect des règles et dans le respect de ce que vous êtes et de ce qu'on vous demande d'être. Sinon, vous ne pourrez pas demander à vos équipes d'être respectueuses et exemplaires. Il faut qu'ils aient rien à vous reprocher. Voilà. Vous avez un mot de la fin? Merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. C'était très intéressant. Voilà. Il y a des visions.